Ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie de votre bloc d'information proposé par la rédaction de la 2STV. Vous l'aurez compris, ce soir, nous parlons de presse et le prétexte, justement, c'est cette journée sans presse qui a été observée quasiment hier. On va y revenir si ça a été une réussite ou pas avec notre invité, Ibrahim Benjamin Diagne. C'est un journaliste, un communicant, mais également un spécialiste en management des médias. Monsieur Diagne, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Khadija et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Très bien. Et avec moi sur ce plateau, Amadou Diaw. Amadou, bonsoir. Bonsoir Khadija Niansi, bonsoir à notre invité, merci à nos chers téléspectateurs. Très bien. Alors je rappelle que le thème c'est financer la presse au Sénégal, défis et solutions innovantes. Alors comme je l'ai dit hier, une journée sans presse a été observée au Sénégal. Quel bilan en faites-vous? Bon. Merci Khadija, mais je ne saurais vous faire le bilan de cette journée sans presse parce que je ne suis pas initiateur de cette journée, justement, oui. Mais je vais, en ma qualité justement d'analyste, voilà. Je peux quand même vous dire cette journée a été quand même une journée qui a fait tache d'huile et qui a aussi un écho retentissant même au niveau international. Parce que les médias chinois en ont parlé, oui. Français, mais aussi anglais et américains. Donc c'est pourquoi je considère cette journée comme une action justement de communication de la part de ces initiateurs qui justement ont pensé que pendant certains moments il faut quand même aussi réagir et comme on dit le plus souvent, communiquer c'est provoquer et ils ont fait une provocation quand même qui a plutôt porté ses fruits. Très bien. Amadou. Alors M. Diagne, y avait-il pas d'autres alternatives en lieu et place d'organiser une journée sans presse? Peut-être il n'avait pas d'autres moyens de se faire entendre. Donc peut-être pour les journalistes, et comme on dit le plus souvent, on ne peut pas avoir un média et ne pas communiquer. Et un média, c'est une structure de communication par excellence. Donc, c'était une manière justement de réagir et de taper fort. Donc, c'est de bonne guerre parce que entre les pouvoirs politiques, je dirais, ou les hommes politiques et les journalistes, c'est toute une histoire. Et ce n'est pas une première, justement, qu'il y a ces relations heurtées entre les hommes politiques et aussi les journalistes. Même les hommes les opposants, les hommes politiques de l'opposition sont souvent en bisbille avec les journalistes. N'est-ce pas? À plus forte raison. Maintenant, quand des hommes politiques anciens opposants qui prennent maintenant le pouvoir, alors selon justement, déjà étant dans l'opposition, donc il n'y avait pas cette... entre les hommes politiques et ses opposants, qui sont devenus les tenants de ce pouvoir, ce n'était pas vraiment le parfait amour entre... Mais est-ce que c'est pas trop tôt à 4 mois? Excusez-moi. Oui, allez-y. Bon, là peut-être ils ont leur raison, comme je dis, parce que aussi ils voyaient les choses venir. C'est prévisible selon vous? Ce n'est pas surprenant, je dirais. Parce que, comme je dis, comme je l'ai dit tantôt en Wolof, celui dans la partie Wolof, celui qui prépare celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc peut-être ils ont juste provoqué peut-être ces journalistes, ou je dirais même ces membres de ces organisations fêtières, parce qu'autour également de ce mouvement, vous avez le Synpix, vous avez le Corret, mais aussi vous avez l'appel, entre autres. Parce qu'ils ont eu un instinct de survie. Moi, je dis que c'est plutôt même un instinct de survie, oui. Parce que peut-être pour eux, d'ailleurs dans leur éditorial commun, ils parlent de mort programmée. Donc ils ne voulaient pas être ils voulaient pas être surpris par justement ce qui va arriver plus tard. Et comme on dit, ils ont pu anticiper, peut-être pas pour peut-être
essaient un peu d'acculer les tenants du pouvoir, mais juste aussi ils se font entendre pour aller vers alerter la négociation. Quelque part, oui, alerter, aller même vers une négociation. Parce que comme on dit, et comme j'ai dit aussi tantôt, il y a deux choses dans la vie. Soit on est en partenariat, ou soit voilà, il y a confrontation. Oui. Maintenant, et pour la plupart, dans les relations conflictuelles, souvent, il y a un partenariat qui débouche souvent sur une confrontation, comme aussi le contraire. Des fois, de la confrontation, on peut bel et bien déboucher sur un partenariat. Et bon, espérons que il y aura un partenariat. Il semblerait qu'il y ait des prémices, justement. Je pense que, d'après les informations qu'on vient de m'envoyer, le président de la République a demandé à son ministre, justement, de la communication de prendre les dispositions nécessaires pour trouver des solutions face à ce problème. Effectivement. À l'instant même, je pense qu'il y a les responsables de ces organisations faîtières qui rencontrent des sages et après leur rencontre justement civile, voilà, et je pense qu'il y aura d'autres rencontres même beaucoup plus intéressantes qui vont aider peut-être à une réconciliation. Et toujours dans votre analyse, ce matin, beaucoup de journaux dans leur parution ont parlé de démocratie en danger. Vous pensez que cette journée de la presse peut entacher quelque part la démocratie sénégalaise? Les médias contribuent, ou je dis, sont toujours au cœur de du jeu démocratique et même des mutations démocratiques. Donc, en parlant des médias, on fait référence à la démocratie. Parce que le média n'est pas un contre-pouvoir, mais peut-être il est là juste peut-être pour équilibrer. Maintenant, si la presse, comme on dit, certains disent que à l'époque Senghor, quand les gens disaient que la presse est c'est le quatrième pouvoir, lui il a dit non, la presse est un pouvoir. Oui, la presse est un pouvoir. Maintenant, il n'y a pas de classification, il n'y a pas de catégorisation. C'est un pouvoir, mais effectivement, mais un pouvoir médiatique, quand également est bâillonné, quand un pouvoir médiatique n'a plus justement ses prérogatives de faire entendre ou n'a plus ses prérogatives justement pour contribuer au renforcement de la démocratie et à la cohésion sociale, alors là, ils vont tout simplement faillir leur mission. Très bien. Alors, M. Diagne, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a ou bien Kader Niadi vient de dire qu'il y a des discussions qui sont entamées à un moment même où on parle. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on appelle mettre les charrues avant les bœufs? Et si on commençait par des discussions avant d'en arriver à là? Mais je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire il fallait un peu taper fort pour se faire entendre et puis aller vers une négociation. Mais cette situation aurait pu être évitée. Oui, bien sûr. Éviter, non. moi je ne pense pas. Il fallait qu'on en arrive là. Voilà, qu'on en arrive là pour vraiment qu'on règle définitivement le problème. Parce qu'en réalité, ce problème dépasse cette question de fisc, n'est-ce pas? Parce que c'est normal, les médias, certains médias ont toujours payé, payé des impôts, soit par moratoire ou par souvent ils sont aidés à effacer carrément ces dettes fiscales, etc. Mais les médias ont aussi d'autres charges. Les médias, déjà, ils vont payer au niveau de la SODAV pour, par exemple, les droits d'auteur, les tubes, la musique qu'on entend à longueur de journée dans les radios et dans les télés. Donc là, il faut payer au niveau de la SODAV, des droits d'auteur. Il faut également, au niveau de l'IPRES, également aussi cotiser pour les employés. Au niveau de l'ARTP, également payer des redevances, entre autres charges salariales et même des charges de la TDS aussi. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous dis, là, cette question de fisc, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est parce qu'on veut, de manière définitive, régler cette conjoncture, aider maintenant les médias à se restructurer, parce que c'est une restructuration qui va aider ces médias justement à avoir les moyens de leur politique. Un, pour justement prendre en charge
tout ce qu'on vient par exemple de dire par rapport au fisc, par rapport au salaire, mais aussi par rapport également aux cotisations sociales. Et une restructuration est nécessaire, et pour aider ces médias également à se structurer, il faut par exemple penser à tout simplement à ce fonds d'aide, à ce fonds spécial qui sera bientôt mis en place. Mais ce fonds, parce qu'on en a parlé d'ailleurs lors des assises de la presse, mais il faudrait maintenant que cette aide aussi à la presse soit aussi bien gérée. C'est-à-dire soit aussi séquencée et rubriquée. Au lieu de donner, par exemple, aux médias, voilà, un fonds pour dire que voilà, on vous donne 100 millions, 200 millions extra. Non, on dit il faut des projets de modernisation, par exemple, pour la transformation digitale. Oui. Il faut un fonds, il faut un projet pour la pluralité médiatique. Vous mettez en place voilà, un projet pour montrer que vous allez contribuer à l'accès à l'information, à la pluralité médiatique, etc. Ou soit, oui, que voilà, j'ai un projet pour la production, n'est-ce pas? Donc, il faudrait maintenant là, que ce fonds d'aide, voilà, de management, etc. Voilà. Je pense qu'il faudrait un peu vraiment que cette aide ou ces subventions soient réformées et soient utilisées donc à bon escient. Mais on ne va pouvoir se baser que sur cette aide, ou est-ce qu'il y a moyen justement que les médias, de par, je ne sais pas, leur groupe ou en tout cas leur groupe de concertation, puissent mettre en place quelque chose qui pourrait justement leur aider dans le financement de ces entreprises? Parce que c'est là le véritable problème. Effectivement, il faut que nos médias soient beaucoup plus créatifs. Par exemple, au lieu de se cantonner à l'information, bien sûr l'information est le produit vedette, n'est-ce pas? C'est le produit qui permet d'attirer la grande audience. Maintenant, il faut penser aussi au-delà des contenus, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de bons contenus, parce que là, ce n'est pas un problème dans nos médias. Il y a de très bons contenus, mais ces contenus, il faut aussi les valoriser. Les valoriser ne veut pas dire également les monétiser, les vendre, etc. Les valoriser, c'est aussi que ces produits que vous utilisez avec un coût de production assez élevé, que ça soit profitable et rentable, n'est-ce pas, que ce soit profitable et réutilisé, utilisé pour ne pas, par exemple, faire un reportage à Kilikoro, vous prenez un véhicule, un chauffeur, 3 reporters, allez revenir pour un petit reportage que vous allez faire passer à la télé, n'est-ce pas? Une seule fois, et puis voilà, et c'est fini, et vous perdez et du carburant, et aussi des efforts et du temps. Alors d'où, je dis souvent, il faut justement même penser à une externalisation même de la production. Faire des appels à production à l'endroit des jeunes créateurs, à l'endroit des jeunes producteurs. Parce que il faudrait justement que les télévisions se concentrent sur leurs activités principales, qui est l'information, par exemple. L'information. Et maintenant, et pour les autres activités, qu'ils puissent déléguer ça à des producteurs extérieurs. Et maintenant, comme également vous l'avez demandé, surtout, effectivement, il faut élargir le portefeuille d'activités. C'est-à-dire, que les journalistes se concentrent sur l'information, que les producteurs extérieurs puissent aider la chaîne à avoir des productions ou des produits de qualité. Et maintenant, la chaîne maintenant, pour que la chaîne maintenant puisse penser à d'autres activités connexes. Tout à l'heure, dans la version Wolof, j'ai parlé par exemple, d'un partenariat qui pourrait être noué, par exemple, entre la 2STV et la Toronto, par exemple, pour dire, bon, essayons de vendre au moins 10 000 ou 1 million même de petits transistors estampillés 2STV, un petit transistor ou un petit écran qui permet justement aux téléspectateurs de suivre exclusivement, par exemple, la 2STV. Alors, vous allez gagner en audience, fixer surtout l'audience, mais aussi même vendre également ces appareils
à coup de main. Si c'est un petit travail que vous vendez par exemple, à 10 millions, regardez qu'est-ce que cela vous fait. Soit vous dire que voilà, là, nous allons faire dans chaque maison, au moins, on va vendre. Et est-ce que l'écosystème économique, le sénégalais le permet? Mais bien évidemment, mais ici, tout le monde a son téléphone. Oui. Chacun a 2 ou 3, 4 téléphones. Donc, alors les gens, ils achètent des téléphones à 1 million même, 2 millions. Alors, vendre un petit transistor à 10 000 ou 15 000 francs, ce n'est pas un problème. Et faire une très bonne opération marketing, n'est-ce pas? Essayer de vendre, de pénétrer même l'intérieur du Sénégal pour que les gens justement mais pas simplement des gadgets, mais je veux parler justement de ce système d'aller chercher des producteurs externes. Est-ce que l'écosystème économique sénégalais permet cela? S'il y a la compétitivité, n'est-ce pas? Alors ça va, parce que c'est ça qui m'a compris, par exemple là, s'il n'y a pas cet appel à production, imaginez-vous, moi en tant que producteur extérieur, j'ai dit, bon voilà, vous faites votre appel à production. Alors, je fais un bon projet de production. Alors, vous validez. Alors, moi, je vais me battre pour avoir les ressources nécessaires. Donc, ça veut dire que je vais même vous aider même à faire. Parce qu'en réalité, toutes les émissions qui devraient passer, il n'y a que l'information qui doit être gratuite. En réalité, l'information, elle est gratuite. N'est-ce pas? L'information n'est pas sponsorisée, par exemple. Mais au moins, toutes les autres émissions peuvent bénéficier de sponsoring, n'est-ce pas, de parrainage et d'autres formes justement de contributions financières qui puissent puisque la publicité ne suit plus. Voilà. Justement. Monsieur Diagne, beaucoup d'annonceurs aujourd'hui optent vers les médias sociaux pour plus de visibilité que risque d'être le sort de ces médias classiques. Ils devraient, ces médias, transformer ces menaces, ce que nous appelons menaces, transformer en opportunité tout court, n'est-ce pas? Parce que déjà, l'émission passe en réseaux sociaux, c'est parce que vous avez profité un peu de de l'existence de ce média social pour élargir votre audience. Mais est-ce que ça suffit? N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire? Donner gratuitement, c'est vrai, comme je dis, l'information, c'est gratuit, c'est vrai, mais pour les autres programmes, est-ce que, par exemple, vous pouvez, par exemple, si vous regardez Canal ne montre jamais ces matchs sur les réseaux. dans les réseaux, jamais. Jamais. Donc, mais pourtant, il y a des bouts maintenant pour attirer les gens à voir tout ça. Ce sont des actions de marketing et médias qui puissent aider il ne suffit pas simplement de s'adapter, mais il faut également innover, c'est ça? Bien évidemment. Il faut effectivement innover, réinventer même. Je dis, on ne peut pas réinventer le journalisme, mais il faut réinventer les médias. C'est-à-dire, on peut... il y a de nouveaux formats de journaux, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter par rapport aux consommateurs, c'est-à-dire les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs. Voir un peu. Et pour cela, il faut d'abord faire même des études d'audience, parce que jusque-là, les études d'audience, ce qu'ils faisaient, c'était des agences de publicité, et c'était juste pour leurs clients, pour voir est-ce que... Mais en réalité, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données médias. Non, de données médias, c'est-à-dire parce qu'on ne sait pas, par exemple, parce que les données que nous avons, par exemple, c'est souvent proviennent souvent des annonceurs, c'est-à-dire que des agences de publicité, parce que ceux qui font ces études, ils vont voir caractère, extra, toutes ces agences de publicité pour leur dire, voilà, aujourd'hui vous avez dépensé combien. Ils vont vous dire que oui, moi j'ai amené à 2S tel, j'ai demandé tel, après ils vont faire la somme pour dire que voilà en réalité. Mais à côté de 2S TV, par exemple, aussi il y a des annonceurs directs qui viennent vers eux, des clients qui viennent vers eux, mais est-ce que tout ça c'est comptabilisé? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas jusque-là, par exemple, parce que il y avait ce débat lors des assises de la presse, c'est-à-dire que on n'a aucune donnée par rapport à ça. C'est-à-dire que chaque média, au moins, peut-être, on peut dire, mais voilà, 2S TV, au moins, voilà, pour ces spots publicités, c'est pour 1 minute,
c'est 150 000, c'est 200 000, mais voilà, par rapport aux tarifs extra, mais voilà, mais pour cette année, ils ont fait telle chose. Mais est-ce que DSTV communique ces données? Non, jamais. Est-ce que TFM le fait? Non, jamais. Et pourtant, ça pourrait aider à avoir une idée carrément du marché même publicitaire, et essayer maintenant de voir un peu, voilà, voir ce qui marche, et puis essayer un peu de corriger certaines imperfections. La dernière question. Voilà, une dernière question, Khadija. Monsieur Diagne, à l'ère du numérique, l'apparition de nouveaux quotidiens se multiplie. Beaucoup préfèrent s'informer à travers leur smartphone. Quelle est la lecture que vous en faites? Déjà, dans plusieurs pays occidentaux, ils ne lisent plus la presse écrite, et toutes ces presses écrites sont transformées en journal en ligne ou en médias numériques tout court. C'est-à-dire que, bon, effectivement, est-ce que c'est toujours intéressant d'avoir des journaux papier? Bon, ça, il y a des, entre guillemets, conservateurs, ceux qui pensent que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être dans un café et voilà, avoir le papier et lire. Donc c'est toujours, c'est pas mal, mais il faut mixer en réalité. C'est-à-dire qu'il faut pas, on n'a pas besoin de faire un très grand tirage, parce que si vous faites également un grand tirage aussi, ça n'a pas de sens. Il y a certains quotidiens, par exemple, comme l'AS, qui a déjà créé l'AS TV, certains donc déjà investissent déjà le domaine du numérique. Maintenant, il faut savoir aussi les monétiser, parce qu'il y a aussi les journaux en ligne qui le réussissent bien, avec le Google AdSense, avec Google, avec les liens commerciaux pour gagner quelques sous. Donc, parce que déjà, les bannières n'existent plus, par exemple, mais au moins, il y a Google AdSense qui permet au site d'avoir un contrat publicitaire avec Google, et pour justement, par le biais des clics pour 1000, aussi gagner aussi quelques sous. Je pense que ça, c'est... donc, il y a moins de... Bon, là, c'est virtuel. Vous n'avez pas besoin d'avoir des espaces physiques pour travailler. Donc, pour moi, je pense que les quotidiens aussi peuvent aussi suivre cette transition numérique aussi, en ouvrant au moins, en tout cas, un journal en ligne carrément. Voilà. Et même s'ils peuvent avoir maintenant un petit nombre d'exemplaires papier qu'ils peuvent, et là, ce sera juste dans le cadre du marketing, ça peut marcher. C'est-à-dire, parce qu'il faudrait justement que le journal papier aussi soit partout, que les gens aussi puissent le voir. C'est un peu comme si vous faisiez votre petit magasin où vous faites votre plaquette de DSTV. Souvent, vous en avez besoin pour que les gens puissent le voir. En plus, maintenant, des versions aussi numériques que vous pouvez également distribuer sous forme PDF. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça a le mérite d'être clair. Il faut s'adapter, innover, parfois même peut-être essayer un peu de réinventer, pas la roue, mais en tout cas les mécanismes qui font rouler la roue. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Benjamin Diagne. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup, Amadou Diaw. Merci, Khadija. Merci aux amis téléspectateurs. Les programmes de la chaîne continuent. Bonne suite des programmes. Merci, au revoir. C'est bon? Merci beaucoup, Djoré.